Notre histoire commence dans le sombre château de l'actuel seigneur démon de cette ère. L'apparence et l'atmosphère du château étaient dures et impitoyables, à l'image du seigneur qui y réside. Cette nuit est radicalement différente d'une nuit normale. Les portes massives des quartiers du seigneur démon ont été ouvertes de force. Un sourire sinistre se dessina sur la bouche du seigneur démon. Car il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu arriver aussi loin dans son domaine, le héros légendaire. C'est exact, le brave héros a finalement atteint la dernière étape de la mission de tout héros, entrer dans la salle du trône du seigneur démon et, vraisemblablement, se battre jusqu'à la mort. Cela signifie que le héros de cette ère n'est pas seulement fort, mais aussi assez courageux pour venir défier le suzerain de la puissante race des démons. Le seigneur démon a félicité le héros d'avoir persévéré et bravé son chemin pour arriver jusqu'ici. C'est courageux, stupide et très probablement le dernier acte qu'il accomplira dans sa vie. Mais avant l'échange de coups, l'effusion de sang, le grincement de dents, avant même que le combat final supposé n'ait lieu. Le bruit d'une lame tombant sur le sol froid et dur se fait déjà entendre. Ce n'était pas du tout ce à quoi s'attendait le seigneur démon. Elle était prête à se battre bec et ongle pour vaincre le champion de la race humaine après tout. Au lieu de cela, elle a trouvé un jeune homme aux cheveux cramoisis et aux yeux morts, pleurant tout en riant comme un fou. Il avait l'air échevelé et fatigué, loin de l'image parfaite d'un héros vaillant défiant le seigneur du mal. Ce type trébuchait et marmonnait des mots pour qu'on l'achève maintenant. Ainsi, par un étrange coup du sort, aucun combat n'a eu lieu cette nuit-là. Le héros a plutôt été attiré sur les genoux du seigneur démon, qui lui tapote la tête d'une main tout en fumant une cigarette de l'autre. Elle affirmait que dans la vie, il arrivait de bonnes et de mauvaises choses. Abandonner après un ou deux mauvais événements n'est jamais la solution. Elle pensait intérieurement que les humains sont des créatures si cruelles et que ce garçon en est la preuve. Ils ont forcé un beau garçon de 17 ans à se battre contre un être tout-puissant, un seigneur démon comme elle. Le pauvre jeune homme a été arraché d'un monde différent et a été forcé de risquer sa propre vie pour protéger un roi stupide, ses esclaves maltraités. Et le royaume sans cesse corrompu. Et c'est ainsi que commença l'histoire d'un héros déprimé et de la reine démon. Où cette histoire va-t-elle nous mener? Je ne sais pas, mais ce sera certainement intéressant. Sans raison particulière, la reine démon a décidé de s'occuper du beau jeune héros pour l'instant. Elle est allée jusqu'à prendre soin de lui donnant un lit confortable pour dormir pendant qu'elle passe ses journées assise à proximité, à se prélasser et à fumer à la chaîne. Pourtant, l'ironie ne lui échappait pas. Elle était le seigneur démon de ce royaume après tout. Aider le héros dont la quête principale est de la tuer est pour le moins étrange. Après un certain temps, le jeune homme a finalement ouvert lentement ses yeux fatigués et injectés de sang. La première chose qu'il fit fut de demander où il était, et il entendit immédiatement une voix familière se réjouir à proximité. Il pensait qu'il avait enfin réalisé son souhait de mourir et qu'il se détendait maintenant au paradis. Cette pensée lui fit tordre la bouche en un sourire étrange combiné à ses yeux morts. Le seigneur démon a vu cela et a sursauté de peur. Ce jeune homme avait un sourire si effrayant. Une fois qu'il réalisa enfin qu'il n'était pas seul dans cette pièce, il sursauta également de peur et demanda rapidement si Madame Seigneur Démon était également morte d'une manière ou d'une autre et l'avait rejoint au paradis. Elle dissipa rapidement cette hypothèse. Le héros déprimé sentit les différentes blessures de son corps et estima qu'il était toujours en vie. La question suivante dans son esprit était de savoir où diable il était vraiment. Elle expliqua avec désinvolture qu'il se trouvait dans l'une des pièces du château du Seigneur Démon, car le héros avait tellement pleuré que ses yeux étaient devenus aussi rouges que ses cheveux et qu'il s'était finalement endormi sur ses genoux. C'est alors que la reine démon elle-même l'a porté pour qu'il se repose dans cette pièce. Maintenant qu'il avait eu un aperçu de la situation. La prochaine chose qu'il veut savoir, c'est quand cette femme prévoit de finalement le tuer. Elle répondit paresseusement qu'il n'y aurait pas de meurtre. Elle ne tuera tout simplement pas le héros, du moins pas maintenant. Au lieu de se sentir soulagé d'apprendre qu'il allait garder sa vie, il avait l'air encore plus abattu et déçu. Au lieu de cela, les couloirs du château du Seigneur Démon semblaient sombres et lugubres. La seule source de lumière dans la pièce étant le clair de lune provenant des fenêtres ouvertes et l'étincelle de la cigarette de la reine démon. Alors qu'elle traversait son domaine, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui n'allait pas chez ce héros. De plus, il est ici depuis un certain temps maintenant et elle ne connaît même pas son nom. Le fait de penser à lui constamment la faisait rougir un petit peu. Ce type était bizarre, ou peut-être qu'elle avait tout faux. Et c'était elle qui agissait bizarrement dans cette situation.
Elle courait partout dans le château pour faire des courses quand elle fut stoppée par la vue d'une lumière vive venant de l'avant. Sur l'immense balcon d'un côté du château se tenait le jeune homme qu'elle avait sauvé. Il se tenait juste là, immobile comme une statue sous la lumière éclatante des étoiles dans le ciel nocturne, ce qui fit hésiter la reine démon. Elle s'approcha et demanda au héros s'il appréciait les étoiles ce soir. Le jeune homme lui accorda à peine de l'attention, encore moins à sa question désinvolte. Il se contenta d'un salut nonchalant. Puis le jeune homme déclara que quand il regarde les étoiles, il se souvient d'un de ses bons amis. Face à cette information personnelle, la reine démon ne savait pas comment répondre. Elle ne savait peut-être pas quel mot dire. Mais la beauté du ciel nocturne reflétée dans ses yeux et son beau visage suffisaient amplement comme réponse, pensa la reine démon. Elle pensa que c'était peut-être le bon moment pour demander son nom au héros. Le bref éclat de vie dans ses yeux disparut une fois de plus après avoir entendu cette question. Il avait presque oublié son nom d'origine. Tout le monde dans ce monde l'appelle juste un héros. Parfois, les gens l'appelaient, ou tue le monstre, ou petit con, ou abruti sans talent de monstre et bien d'autres. La reine démon le ramena un peu à la réalité et précisa qu'elle voulait savoir comment ses parents l'avaient appelé. Cela clarifie bien les choses, le nom du héros est Itami. Tout en regardant toujours les étoiles, sans quitter son regard une seconde. La reine démon voulait présenter une offre à Itami. Entendre ces mots sortir de sa bouche d'une voix si sensuelle fit rougir le héros déprimé. Ses larmes recommençaient à monter pour une raison quelconque. Elle le remarqua et fut confuse une fois de plus. On dirait que ce type aime vraiment pleurer à chaque fois qu'ils interagissent l'un avec l'autre. Itami commença à faire de son mieux pour essuyer les larmes, mais elles continuaient de couler. C'est juste que dans ce monde cruel, il a été appelé par son nom d'origine seulement 2 fois. Il était juste heureux de l'entendre à nouveau après si longtemps. Elle ne pensait pas que c'était si important que ça. Elle ne pensait pas que le monde humain avait été encore plus dur avec ce jeune homme qu'elle ne l'avait initialement pensé. La reine démon voulait continuer ce qu'elle voulait dire quand elle était sur le point de l'appeler héros. Elle prit la décision consciente de s'arrêter à mi-chemin. Elle voulait l'appeler par son vrai nom, pas par le nom et le titre que le royaume lui avait imposé de force, Itami. La reine démon compatissante recula rapidement, se tournant vers Itami avec un large sourire qui laissait entrevoir ses crocs de monstre adorablement terrifiants. Avec ses bras grands ouverts et ce magnifique sourire sur son visage rougissant. Ses ailes démoniaques ne semblaient pas si sinistres du tout. Elle annonça qu'à partir d'aujourd'hui, Itami est libre de vivre dans son château et de servir de garde du corps personnel. Elle promit que tout le monde l'appellerait par son vrai nom à partir de maintenant. La vue de cette soi-disant impitoyable suzeraine démon ressemblait plus à un ange envoyé d'en haut du point de vue d'Itami. Chaque fois qu'elle prononce son nom, son cœur brisé se répare petit à petit. Et quand elle a finalement dit qu'il serait heureux ici, les larmes nées du chagrin et de la tristesse accablante ont été remplacées par des larmes de réconfort et d'espoir. Pour la 2e fois de sa vie, le cœur et l'âme blessés d'Itami ont commencé à guérir, même si légèrement. La nuit remplie d'émotions est passée et le soleil s'est levé sur le château du Seigneur Démon. Itami et la reine se promenaient ensemble dans les couloirs. C'est une bonne chose que les démons ici ne sachent pas à quoi ressemble réellement le héros. De cette façon, Itami peut se déplacer librement dans le château sous le couvert d'un nouvel allié humain. Cette dernière information fut une surprise. Il ne savait pas que la faction des démons avait des alliés humains au point de lui permettre de se promener dans le château sans qu'aucun démon ne sourcille. Elle confirma qu'ils avaient des arrangements avec quelques humains sélectionnés. Outre Itami, il y a 3 autres personnes qui sont officiellement membres de l'armée du Seigneur Démon. Bien qu'ils soient dans des royaumes humains en ce moment en tant qu'espions. Sur une note sans rapport, elle voulait en fait soulever quelque chose d'extrêmement important pour Itami. Elle le regarda et ne remarqua que maintenant le triste état du jeune homme. Ce type portait un sweat à capuche de sans-abri en lambeaux et un pantalon de merde. Son style était raté de la tête aux pieds, c'était abyssal. Les yeux de la reine démon s'attardèrent sur ses mains, couvertes de cicatrices de bataille, vestiges d'innombrables duels mortels qu'il avait endurés. Quand elle continua à le scruter de haut en bas, elle ne put s'empêcher de lui demander combien de fois et quand ce jeune homme avait bien pu changer de vêtements pour la dernière fois. Itami expliqua timidement qu'il n'avait pas eu l'occasion de se changer depuis son arrivée dans ce monde étranger. C'est impossible. Du moins, d'après ce que c'est la reine démon. Le héros a été invoqué il y a 2 ans et le roi humain a annoncé son arrivée pour choquer le monde entier à l'époque. C'était en réalité une fausse information,
car Itami est arrivé dans ce monde étranger il y a 2 ans et demi. Pendant la première moitié d'année, qu'il a passé dans la confusion, il a été enchaîné à une table où un type effrayant menait des expériences douloureuses et inhumaines sur lui, jour après jour. Après ces 6 mois de torture, il a été envoyé dans le monde avec un roi impitoyable qui lui a assigné tellement de quêtes qu'il n'a même pas eu le temps de changer de vêtements. C'était tellement grave qu'il n'avait même pas le temps de prendre un bain, même s'il le voulait. Juste au moment où la reine démon pensait que ça ne pouvait pas être pire, Itami lâcha nonchalamment une nouvelle bombe traumatique. Pendant qu'il se promenait dans le château, elle faillit pleurer en entendant ce traitement inhumain d'un jeune homme pauvre et perdu entre les mains de l'humanité. La reine démon se sentit si mal qu'elle se sentit obligée de lui donner de nouveaux vêtements. Et maintenant qu'Itami l'a mentionné, l'odeur de la mort le suit vraiment partout où il va, et ce n'est pas seulement au sens figuré. Il sent littéralement comme si son odeur pouvait tuer un homme sur le coup. Avant toute chose, Itami a besoin d'un bain, et un bain extrêmement urgent. Il sent tellement mauvais que même la suzeraine démoniaque ne pouvait pas le supporter. Une soudaine affiche de Saint-Valentin dans votre fil d'actualité juste pour rappeler à tous les célibataires que même un héros déprimé a une petite amie, et eux non. Il y aura certainement plus de héros déprimés dans la réalité après ça, et pour faire face à leur dépression, ils devront partir à la recherche de leur reine démon personnelle, qui deviendra la reine de leur cœur. Revenons à notre histoire. La mission d'aujourd'hui est de procurer à Itami un nouvel ensemble de vêtements pour le sortir de son kit de démarrage puant. Il y a une servante du château qui pourrait aider à résoudre ce problème. Elle s'appelle Sibeth. Et la reine démon a besoin d'elle le plus vite possible. Cette servante démoniaque bronzée, avec une seule corne sur le côté gauche de sa tête, n'était qu'à un appel d'honorer les demandes de sa maîtresse. Sa révérence peut sembler gracieuse et pleine de dévotion, mais en réalité, Sibeth est une sacrée faiseuse de troubles. Ce sourire suffisant est un signe évident qu'elle n'est pas votre servante typique. Soumise et bien élevée, la reine démon était étonnamment respectueuse envers sa servante. Elle prend très bien soin de son peuple. Elle a rapidement présenté Tommy en disant que la servante personnelle est bonne amie de la reine démon. Sabé fit respectueusement une révérence avec grâce, une fois de plus. Mais le regard qu'elle commença à lui lancer après cela était assez collant et curieux. Elle n'hésita pas à se lancer directement dans ses affaires, essayant de le toucher tout en louant son beau visage. Il a peut-être l'air bien, mais il a l'air faible, de la vie de ces bêtes. C'est tout à fait naturel, puisqu'il est humain après tout. Sébeth se tourna vers la reine démon, exprimant ses doutes quant à la capacité d'Itami à tenir ne serait-ce qu'une minute. La reine démon et l'ancien héros n'avaient aucune idée de ce que cette histoire de minute signifiait. La servante expliqua volontiers qu'il n'y a qu'une seule chose dont une reine démon de 500 ans a besoin. Et elle expliqua de la manière la plus familiale possible, avec les mains. Il est grand temps que leur reine passe à l'acte, après tout. Si elle n'était pas assez directe, Sibeth lâcha carrément que la reine devrait enfin perdre sa virginité ou rester vierge à jamais. Et si la reine démon ne se dépêche pas, Sibeth pourrait bien aller de l'avant et voler ce nouveau garçon à sa maîtresse. Lui sauter dessus, et tout le reste, comme on dit. La reine démon dut se dépêcher d'attraper Atomy pour lui couvrir les oreilles. Tout en infligeant instantanément à Sibeth une réduction de salaire pour son comportement inapproprié. Cette cascade lui a valu moins 1000 pièces d'or. D'après sa réaction sombre, il semble que ce soit un événement assez régulier pour la servante succube indisciplinée. Et quelque chose me dit que c'est plus ou moins pour la même raison à chaque fois. On lui a rappelé l'anecdote selon laquelle un patron qui réduit votre salaire à moins 1000, c'est comme un dragon qui perd ses écailles. Il révèle sa véritable forme. Il est temps de revenir à la raison initiale pour laquelle ils ont même appelé Sibeth en premier lieu, de nouveaux vêtements pour Itami. Dans cet immense château, ils n'ont pas vraiment de nouveaux vêtements qui conviendront à la morphologie d'un humain moyen, mais ce qu'ils ont, c'est la garde-robe du frère de la reine démon. Peut-être qu'une de ces tenues conviendra au jeune homme. Sibeth est assez fiable quand il s'agit de ces choses-là. Elle réfléchit vraiment à ce qui est le mieux pour la reine dans le château. Mais son cerveau de succube s'en mêle de temps en temps. Le moment exact où cela se produit est assez facile à repérer. C'est à ce moment qu'une rougeur vive apparaît sur sa peau bronzée. Bien sûr, la reine démon peut facilement lire ce que cette servante indisciplinée pense en un seul regard, en une fraction de seconde. Et elle n'hésitera pas à lui remettre la tête en place avec un coup de poing quand Sibeth commencera à penser à des choses obscènes.
La mission vestimentaire d'aujourd'hui les a conduits à la réserve du château où sont rangés discrètement certains des vêtements du frère de la reine. Sont tranquillement rangés là. Il y a des montagnes et des montagnes de vêtements de toutes sortes dans cette pièce immense. Tous les trois ont dû se séparer dans l'espoir de trouver quelque chose qui aille à Atomy. Ce qui est surprenant, c'est que ces tas de vêtements appartiennent à une seule personne. Il doit être un sacré fashionista. Y penser a mis la reine démon en colère, sortie de nulle part. En ce moment, la petite amie de son frère aime l'habiller comme une poupée. C'est pourquoi sa garde-robe d'origine a été jetée pour remplir la réserve. Itami craignait que le frère ne s'offusque qu'il prenne ses vêtements sans permission. Mais la reine était tout à fait certaine que ce serait bon. De toute façon, ce frère à elle ne portait jamais ses vêtements. Il aime juste porter ce manteau noir qu'elle lui a offert il y a quelque temps. Après un bon moment passé à fouiller dans les montagnes de tissus, Sibeth a finalement trouvé quelque chose qui a attiré son attention et qui pourrait aller à Itami. La reine s'est alors tournée vers l'ancien héros et lui a nonchalamment ordonné de se déshabiller pour qu'il puisse voir si ça lui allait bien. Itami était assez enclin à céder à la pression, alors il a immédiatement commencé à se déshabiller devant les deux dames, exposant lentement son corps musclé. Les deux femmes, en voyant cela, ont eu l'impression d'être frappées par la foudre. La reine démon a même interrompu sa consommation de cigarettes en chaîne pendant un moment, sous le choc. Itami les a regardées toutes les deux, perdues, et a demandé pourquoi elle le regardait bizarrement. Comme si son corps déchiré et criblé de cicatrices partout n'était pas bizarre du tout. Les démons, aussi effrontés soient-ils, considèrent qu'il est impoli de poser des questions sur les cicatrices. C'est une question de culture, mais elle voulait vraiment demander à Itami d'où venaient ces marques anormalement nombreuses. Finalement, après avoir ressemblé à un clochard pendant 2 ans et demi, l'ancien héros avait au moins l'air décent maintenant. Il n'a peut-être pas l'air d'un héros valeureux, mais il est beau. Bien sûr, si vous demandez à la succube dans la pièce. Elle avouera volontiers qu'Itami était bien plus beau sans aucun vêtement, pantalon et tout le reste. La reine démon a dû intervenir et menacer de réduire son salaire pour la 2e fois aujourd'hui, sinon Cyber aurait pu sauter sur Itami sur le champ. Quand il n'y a personne autour, la servante personnelle de la reine démon aime l'appeler par son prénom, Kali. Aujourd'hui, elle était occupée avec de la paperasse et Cyber voulait lui offrir une pause boisson. La reine démon Kali n'aime pas être interrompue au milieu de son travail, mais Sibeth était bien trop curieuse. Quant à savoir où diable Itami avait bien pu se faire autant de cicatrices sur tout le corps. Kali avait quelques idées, mais il est difficile de dire d'où le jeune homme a tiré ses marques sans révéler le fait qu'il est le héros légendaire. Mais n'importe qui pourrait facilement dire que le type s'est souvent battu contre des monstres. La première pensée de Cyber a été qu'Atomy avait peut-être été un ancien aventurier ou quelque chose du genre, ce qui était une théorie raisonnable. Kali n'a ni confirmé ni infirmé l'hypothèse de son assistante personnelle. Pourtant, pour autant que Cyber le sache, pas même un démon ne peut endurer autant de blessures horribles sur le corps de quelqu'un. De plus, l'esprit souffre aussi des blessures à cette échelle et en cette quantité. La reine n'en a pas tenu compte. C'est juste un ajout de plus à la pile d'angoisse que le jeune homme a subie. Elle savait trop bien que les batailles constantes sont dangereuses pour l'esprit, surtout lorsqu'on se bat contre quelqu'un comme son petit frère. Ce petit détail n'a pas échappé aux oreilles attentives de Sibeth. Kelly vient de commettre un lapsus et a révélé qu'Atomy s'était battue contre le frère de la reine. Kelly n'a plus mâché ses mots. Elle pouvait facilement déduire qu'Atomy avait combattu son petit frère à un moment donné. Seul son petit frère pouvait laisser quelqu'un dans cet état, mais c'était une révélation pour sa servante personnelle. Cela signifie simplement qu'Itami est extrêmement fort. Se battre contre ce monstre est une chose, survivre en est une autre. En plus de cela, Itami est clairement juste un faible humain. Sur ce point, Cyber s'est souvenu de quelque chose de crucial à ce sujet. Sa voix a commencé à trembler. Alors qu'elle informait la reine que son frère reviendrait au château aujourd'hui. Si ces deux-là se rencontrent. Maintenant, il est impossible de dire ce qui pourrait arriver. En fait, il n'est plus nécessaire de théoriser sur ce qui se passerait. Ce que Sibeth craignait était déjà en cours dans le hall du château du Seigneur Démon, Itami et le frère de la reine. Celui qui avait encore des bandages recouvrant ses blessures sur tout le corps s'était déjà rencontré dans cet endroit improbable. Ils se sont regardés, des ennemis qui s'étaient battus et battus à un cheveu de la mort. Ils ne ressentaient ni animosité ni peur. Mais l'île Bro n'allait pas laisser cet humain errer dans le château comme ça, tranquillement.
Il a dit à Itami d'invoquer son épée immédiatement. Ils avaient une promesse d'honneur entre eux. Itami a juré qu'il se tuerait. Pendant un instant, un sourire différent a fait surface sur le visage de l'ancien héros. Il leva ensuite sa main balafrée pour appeler sa lame, Sagi. Il se souvenait de la promesse qu'il s'était faite. La légendaire lame Sagi est arrivée en trombe dans les couloirs du château à une vitesse incroyable, finissant par trouver sa place légitime dans la main d'Atomi. Il était temps qu'ils tiennent cette promesse entre eux, quelle qu'elle soit. La nuit tombait et les deux hommes sortirent du château du Seigneur Démon pour régler leurs différends. La façon dont ils allaient le faire était aussi simple que possible. Itami était visiblement nerveux et bafouillait. Il a commencé le compte à rebours, préparant ses mains en avant alors qu'il comptait à partir de 3. Le frère de la reine le regarda directement dans les yeux, semblant évaluer l'ancien héros alors qu'il comptait jusqu'à 2. Des cernes étaient apparents autour des yeux d'Atomi, mais il y avait un nouvel éclat de vie en eux par rapport au moment où il avait fait irruption dans la salle du trône de la reine démon. Il a compté jusqu'à 1. Il a commencé le combat en ordonnant à son épée légendaire, Sagi, de sauter directement dans la mêlée. C'était si rapide que ça sifflait dans l'air, la lame tourbillonnant de façon imprévisible, la rendant incroyablement difficile à éviter. Mais Lil Bro était un combattant assez habile, il était un monstre de l'armée du Seigneur Démon après tout. Il a sauté et sauté avec désinvolture sur la lame légendaire comme si c'était un skateboard. Pourtant, ce n'était pas du tout la façon de gérer une épée volante. Il chevauchait maintenant la lame, mais sa vitesse n'a pas diminué d'un seul cran. Itami était stupéfait de voir à quel point Lil Bro a réagi bizarrement à son attaque rapide alors qu'il rappelait Sagi dans sa main. Les deux combattants étaient assez distraits dans ce combat. Ils n'ont pas fait les mouvements qu'ils auraient autrement fait pour neutraliser l'adversaire. Ils ont même fait l'erreur d'amateur de se cogner accidentellement l'un contre l'autre une fois que Sagi a été rappelé. Maintenant, ils gisaient tous les deux sur le sol, il n'y avait pas de blessures importantes cette fois-ci. Tout ce que Lil Bro et Atomi pouvaient dire, c'était « putain de merde ». Sagi était également éparpillé sur la terre entre eux. Il y eut un silence entendu entre les deux combattants pendant un instant. Puis Lil Bro a commencé à sourire comme s'il étouffait un rire qui arrivait. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir, il a commencé à rire comme s'il n'avait jamais rien vécu de plus drôle que cette cascade de toute sa vie. Il savait que ce jeune homme aux cheveux cramoisis n'avait même pas essayé d'éviter la collision imminente entre eux alors qu'il était parfaitement capable de le faire. Lil Bro se tenait le ventre, mourant de rire à l'idée d'un deuxième round de combat aussi bâclé alors que leur premier était tout sauf ça. Il a continué à rire. Pendant qu'Itami réfléchissait à ce qu'il venait de faire, il n'a vraiment pas esquivé, en fait, il n'a même pas essayé. Une seconde plus tard, les deux combattants étaient tous les deux morts de rire de l'absurdité de tout ce qui se passait entre eux. Ils ne savaient même pas ce qui était drôle, mais c'était quelque chose que seuls les deux partageaient. Lorsque le rire s'est lentement calmé, Lil Bro a tapoté l'ancien héros sur l'épaule et a attiré son attention. Ils se sont regardés dans les yeux et il semblait qu'il y avait ce lien spécial de frères qui avait survécu à une épreuve terrifiante entre eux. C'était comme s'ils se connaissaient à un niveau profondément profond. Lil Bro a finalement parlé honnêtement et a dit à l'ancien héros qu'il était heureux qu'Atomi soit vivant. Cela faisait quelques jours que le jeune homme n'avait pas pleuré. Mais le voilà de nouveau. Entendre ces mots d'un ennemi supposé a fait couler des larmes nées d'une connexion spéciale sur ses yeux. Ces derniers jours ou mois, ou peu importe combien de temps cela avait duré, il semblait qu'il n'avait aucun contrôle sur ses canaux lacrymaux et ses émotions. Mais aujourd'hui, c'était différent, il était en contrôle et il a choisi de tout laisser aller. C'était comme cette nuit sur le balcon avec la reine démon Kali, Lil Bro lui a reproché de pleurer comme une petite fille. Mais il a compris. Pendant ce temps, deux paires d'yeux très suspects essayaient clairement d'espionner derrière le feuillage. Sibé était extrêmement confuse. Il y a à peine 2 mois, ces deux-là s'étaient presque tués au point d'avoir des blessures et des cicatrices morbides. Mais maintenant, ils parlaient comme de bons amis qui se retrouvaient après une longue absence. La reine Kali a juste mis ça sur le compte du fait que ce sont des garçons. Sibé était une succube experte dans l'art de manipuler les hommes. Mais même elle trouvait le comportement de ce garçon bizarre et indéchiffrable, et Kali ne pouvait qu'être d'accord. La bataille d'avant s'était peut-être terminée de manière non conflictuelle. Mais Itami se sentait toujours vidé après cette rencontre, principalement à cause de la décharge émotionnelle. Il n'arrêtait pas de se demander pourquoi il n'avait même pas essayé d'esquiver. Il se souvenait de comment ils étaient assis tous les deux dans la poussière avec Sagi entre eux.
Itami se souvenait très bien du sentiment de Lilbro d'être vraiment heureux d'avoir survécu après tout ce temps. Ça lui rappelait ce qu'il avait ressenti quand la reine démon lui avait gracieusement offert un endroit pour vivre sa vie dans le château. En tant que garde du corps de la nouvelle reine, elle lui avait promis que tout le monde l'appellerait par son vrai nom à partir de maintenant. Dans cette pièce, il n'avait que Sagi à qui parler. Il pensait qu'il ne méritait pas ce sentiment de légèreté qu'il ressentait à cet instant précis. C'est peut-être le cas, mais il voulait essayer. Il voulait au moins essayer de revivre parmi ces démons qui le traitaient tellement mieux que le royaume de l'humanité, s'il voulait vraiment suivre cette voie. La prochaine chose qu'il devait comprendre était comment commencer. À ce stade, il s'est redressé en se souvenant de ce que sa mère lui avait dit autrefois. Une personne vivante est une personne heureuse. C'était une pensée assez simple, mais il ne pouvait pas être plus difficile de la comprendre pour quelqu'un comme Itami et ses montagnes de traumatismes et de bagages. Il savait qu'il était vivant, donc c'était à peu près réglé, mais la partie la plus délicate à comprendre était comment il pouvait être heureux malgré tout ce qu'il avait vécu. À ce moment-là, la légendaire Lame Sogi a apparemment entendu son dilemme et a décidé de répondre en nature. Elle a commencé à émaner de la lumière de la gemme sur sa poignée. Itami a regardé directement dans la lumière, choqué par ce développement surprenant. On lui a montré une image vivante d'une petite fille nourrissant une bête lapin avec un sourire édenté, même s'il lui manquait une dent. La fille l'appelait frère héros et affirmait que le bonheur vient du don et non de la réception. Regarde juste son sourire et comme il est grand, même si elle n'a pas des dents parfaites. Elle s'en fiche complètement parce qu'elle est tellement heureuse d'avoir nourri ce lapin pour aider un être sans défense. Itami sentit sa tête se vider de tous ces nuages. La réponse était là depuis le début, Sagi avait juste besoin de le guider et de le pousser un peu vers elle. La première chose qu'il voulait faire était de sortir dans le monde et de faire le bien pour son propre bien et celui des autres. Itami semblait un peu trop impatient pour même utiliser les escaliers, alors il a juste sauté du balcon hors de sa chambre. Héros plongeant dans le sol et demandant à l'une des femmes de chambre si elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit. La femme de chambre faisait juste ses corvées en chantant sans se soucier du monde, alors elle a été choquée d'entendre et de voir le garde du corps de la reine apparaître de nulle part. Sibeth faisait juste ses rondes habituelles autour du château et elle a vu cette scène exacte. Dehors, dans la cour, Itami interagissait réellement avec d'autres personnes au lieu de s'isoler tristement. À l'intérieur de sa chambre comme d'habitude. C'était certainement une vision bizarre et nouvelle. Elle a tranquillement regardé de loin le jeune homme aider timidement la femme de chambre dans ses corvées. La femme de chambre aux cheveux verts était très à fond. Elle était pratiquement en train de s'évanouir alors que des feux d'artifice explosaient dans son cœur et sa tête. Pendant que Sibé regardait de loin, la première chose à laquelle elle a pensé était la reine démon Kali. Et comment son garçon s'est presque fait voler juste sous son nez. Comme si l'échange de mots et de regards intimes ne suffisait pas, les deux étaient déjà passés à un contact physique progressif en un rien de temps. Encore une journée. Une autre nouvelle bêtise dans le paisible château du Seigneur Démon. La reine démon Kali ne savait même pas ce qu'elle regardait dans cette situation. Elle a juste demandé à sa femme de chambre personnelle, Sibé, si cette chose était vraiment nécessaire. Avec une expression sombre sur son visage, la succube a résolument répondu que c'était une affaire qui devait être réglée dès que possible. Elle est même allée jusqu'à enlever essentiellement le pauvre Atomi, en l'attachant solidement à une chaise et en le bâillonnant avec du ruban adhésif. Toute cette cascade avait l'air complètement ridicule pour la reine. Seba voulait juste que sa patronne se rende compte que son garçon s'était presque fait voler par une autre fille, une autre femme de chambre dans le château. Kali ne savait même pas de quoi parlait la succube et elle ne s'en souciait pas trop. La femme de chambre se sentait désolée pour sa maîtresse. Bien sûr, elle était la grande reine démon adorée par son peuple et crainte par l'ennemi, mais elle était une femme tellement stupide. Kali a menacé de réduire de moitié le salaire de la femme de chambre. Mais ce type de tactique d'intimidation ne fonctionnerait plus. C'était arrivé au point qu'elle ne pouvait pas couper ce qui n'existait plus. Itami vivait dans le château du Seigneur Démon depuis seulement 2 semaines maintenant. Et dans ce court laps de temps, il n'a cessé de faire des actes désintéressés qui ont mené à la création d'un fan club en quelque sorte, dont les membres comprenaient les femmes de chambre et même le petit frère de la reine cette fois-ci. Kali avait enfin compris ce qui était en jeu. Elle a enfin vu ce que sa femme de chambre personnelle essayait désespérément de lui faire voir. Avec ces 2 femmes redoutables qui faisaient équipe, ça ne sentait pas bon pour notre garçon. Sibé avait une vague idée. Elle avait lu quelque part que si on coupait les couilles d'une créature mâle,
elle deviendrait plus calme de nature. Kali était aveuglée par la rage qui montait. Elle a convenu qu'Itami n'avait pas besoin de ses couilles de toute façon. Sibé était juste contente que sa maîtresse soit enfin d'accord après avoir été si aveugle pendant si longtemps. Le duo partit immédiatement à la recherche de ciseaux. Hitomi paniquait déjà en entendant cette conversation ridiculement dérangée. Il était ligoté et bâillonné, impuissant, il ne pouvait même pas crier quand les deux ont finalement décidé d'utiliser une épée. Après avoir échoué à trouver ciseaux, pendant ce temps, Lilbro et sa grande copine blonde visitaient et rendaient hommage à la tombe de quelqu'un non loin du château. C'est à ce moment qu'il ressentit une sensation de picotement. Le lien fraternel qu'il partageait avec Atomi lui fit sentir que quelque chose n'allait vraiment pas. Cela l'incita à écourter la visite de la tombe car il devait partir tout de suite et vite. D'une manière ou d'une autre, il savait que son ami avait besoin de lui. Alors Lilbro courut aussi vite qu'il le pouvait pour atteindre le château tout de suite. À l'intérieur du bureau de la reine démon. Les deux femmes débattaient encore de la méthode exacte pour couper les couilles d'Itami. Elles craignaient que s'ils utilisaient une épée, le jeune homme ne meure car les humains ont des corps intrinsèquement faibles. À leur insu, Lilbro s'était déjà faufilé à l'intérieur. Il fit de son mieux pour comprendre comment défaire les liens, mais Sibé était tout simplement trop doué pour cela pour une raison quelconque. Il ne savait même pas ce qu'Itami avait fait pour mériter ce traitement. Kelly commençait à envisager de laisser l'ancien héros ligoter pour le reste de sa vie afin de ne pas avoir à lui couper les couilles. Ce plan ne fonctionnerait peut-être pas, Lilbro traînait juste toute la chaise pour sortir de cet endroit. Avant tout, Sibeth voulait proposer un autre plan, mais Kelly savait déjà qu'il serait très probablement obscène. Elle empêcha donc la femme de chambre de développer davantage. Le lendemain arriva et c'était comme si l'événement de presque castration n'avait jamais eu lieu. Itami traînait dans les couloirs du château en regardant un prospectus solitaire affiché sur l'un des piliers imposants lorsque la reine Kali tomba sur lui lors de ses rondes habituelles. Il était tellement absorbé par la lecture du prospectus qu'il n'a même pas remarqué la reine jusqu'à ce qu'elle prenne la parole et lui demande ce qui le regardait. L'ancien héros était extrêmement fasciné par le prospectus des feux d'artifice affichés. Il ne savait pas que les démons célébraient aussi le festival des feux d'artifice. Il s'est avéré que c'était une fête interraciale célébrée par tous. Chaque race de ce continent avait sa propre version du festival des feux d'artifice. C'est parce que ce jour-là, tout le monde se souvenait de ceux qui n'étaient plus avec eux dans ce monde. La mort était une expérience universelle, il était donc normal que tout le monde célèbre ceux qui étaient décédés. Itami était clairement fixé non seulement sur le prospectus mais aussi sur l'événement lui-même. La reine Kali pouvait le voir, alors elle a pris les devants et a demandé au jeune homme s'il voulait aller au festival sans réfléchir à deux fois. Itami répondit qu'il aimerait bien, mais qu'il avait le devoir de servir de garde du corps à Kali, en restant près d'elle à chaque heure de la journée. Dans des moments comme celui-ci, il devait être prêt à protéger la reine au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Kelly était un peu surprise d'entendre quelque chose de très logique de la part de ce garçon. Tout de même. Elle savait qu'il voulait vraiment aller à la cérémonie des feux d'artifice. En regardant ses mains, il serrait même une recette pour des feux d'artifice. Elle pensa intérieurement qu'Itami devait vraiment vouloir y aller pour une raison quelconque. Bien sûr, il y a un compromis raisonnable à cela. S'il ne pouvait pas y aller sans elle, alors ils devraient simplement y aller ensemble. Le regard dans ses yeux était assez sombre, comme s'il se souvenait de quelque chose ou de quelqu'un. La reine démon Kali commença à rougir au fait que si elle évoquait la possibilité d'aller au festival ensemble, cela ressemblerait totalement à une invitation à un rendez-vous. Pensant que ce ne serait pas si mal, elle s'est simplement forcée à sortir de la gêne et à lâcher la question d'aller peut-être au festival des feux d'artifice ensemble. Elle avait l'air calme, mais sa rougeur racontait une histoire différente. Elle a ajouté que, puisqu'elle voulait aussi aller au festival, autant y aller ensemble pour détendre un peu l'atmosphère pesante. Maintenant, elle n'était plus la seule à rougir. Itami rougissait jusqu'aux oreilles, lui aussi. On dirait que le plan était validé. Mais d'abord, il devait donner cette recette de feu d'artifice qu'Atomi tenait. Point si fort au maître artificier démon. Toute cette interaction était bien sûr sous le regard attentif de trois silhouettes familières cachées dans un pot de fleurs. Petit frère avait l'impression que ses oreilles lui jouaient des tours. Entendre sa grande sœur inviter quelqu'un comme ça, c'était surréaliste. Sébé l'assura qu'ils avaient bien entendu. La reine démon allait à un rencard au festival avec son garde du corps.
L'opération Kali Exotomie était donc lancée. Elle commençait à partir de cet instant. Les agents avaient même des lunettes de soleil cool pour aller avec l'opération secrète. La reine démon et l'ancien héros quittèrent le château et se dirigèrent vers la périphérie du territoire démoniaque, où résidait la célèbre Mamie Hang. C'était une gentille vieille démone. Si vous voyez un démon d'apparence âgée, cela signifie qu'il doit être vraiment vieux selon les normes humaines. Elle tourna légèrement la tête et salua la reine démon. Kelly poussa Tommy en avant et expliqua le but de leur visite, commander un feu d'artifice pour le prochain festival. Son garde du corps avait déjà la recette en main. Itami montra promptement à Mamie Hang la recette de feu d'artifice en lambeaux. On dirait qu'elle avait connu des jours meilleurs. Il y a des taches rouges partout sur le papier, que je suppose être du sang. Mamie Hang fut ravie de voir une recette aussi traditionnelle. Elle fabrique des feux d'artifice pour les festivals depuis 500 000 ans maintenant. Et pendant cette période massive, elle ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'elle avait fabriqué un feu d'artifice pour un humain normal. Itami est un garçon poli. Il tendit respectueusement la recette à la vieille femme, la remerciant de lui rendre ce service. Mais avant qu'il ne puisse finir de balbutier ses remerciements, la mamie démon avait déjà sorti un étrange appareil. Pour lui faire une petite entaille à la main. La reine Kali avait oublié de l'informer que cette vieille démone utilisait du sang pour fabriquer ses feux d'artifice. C'est pourquoi elle en préleva un peu sur Itami en un clin d'œil. La mamie avait déjà le sentiment que ce feu d'artifice en particulier serait intéressant. Elle tourna la tête vers ses deux visiteurs. Curieuse de savoir ce que diable la reine démon faisait avec un humain en public. Ce que la mamie vit, c'était les deux tourtereaux probables prendre soin l'un de l'autre. Itami tremblait encore sous le choc tandis que Kali soufflait sur la petite entaille à son doigt. Pendant qu'elle synthétisait ce qui allait devenir les feux d'artifice. La mamie posa une question aux deux. Elle demanda aux jeunes s'ils savaient comment les démons avaient commencé à célébrer le festival des feux d'artifice. Itami répondit avec assurance qu'il avait lu quelque part que, il y a 500 000 ans, le premier roi du royaume humain avait créé les premiers feux d'artifice. Cela lui valut une réfutation rapide et bruyante de la vieille démone. Elle continua en disant que l'histoire du premier roi des humains avait été inventée par des humains stupides pour des humains stupides. De plus, cette race humaine agaçante essaie toujours de s'approprier les réalisations des démons pendant qu'elle termine cet explosif. Mamie décida de raconter à ces deux-là la véritable histoire du début du festival des feux d'artifice. Et tout a commencé il y a très longtemps. C'était il y a si longtemps que tout le continent pouvait encore être considéré comme un endroit paisible. Les événements qui ont conduit au développement des feux d'artifice modernes ont commencé une nuit, il y a un demi-million d'années, avec une démone se prélassant dans un champ ouvert. Ce champ ouvert est maintenant appelé le territoire du royaume démon. La démone aimait s'allonger sur les prairies sereines tout en admirant la vue des magnifiques étoiles. C'était parfait, le ciel nocturne était magnifique. Mais si on lui demandait de changer une chose, elle aimerait rapprocher un peu les étoiles d'elle. Comme si Dieu avait répondu à sa requête, une lumière brillante commença à voler dans les airs. On aurait dit une étoile qui essayait de s'élever et de rejoindre les autres là-haut. Puis elle explosa avec fracas. La petite lumière qu'elle émettait autrefois fut dispersée dans tout le ciel, juste au-dessus de l'endroit où la démone regardait. C'était magnifique, peut-être même plus beau que les étoiles qu'elle aimait tant. Elle sentit son cœur faire un bond à la vue de cette explosion colorée. C'était si proche. Elle finit par se relever des prairies et commença à courir à travers les bois, essayant de retrouver d'où diable venait cette étoile explosive. Elle savait que cette chose mystérieuse venait de par là et elle était prête à tout pour élucider ce mystère. La démone le sent, elle sent qu'elle n'est qu'à quelques mètres de réaliser son rêve, faire descendre les étoiles du ciel nocturne. Encore un peu plus près, peut-être pas qu'un peu, peut-être qu'avec ça, elle pourrait s'approcher tellement qu'elle pourrait toucher ces magnifiques étoiles. Avant que la démone ne s'en rende compte, elle était à bout de souffle et des larmes coulaient sur ses joues. Pensant à la possibilité que son rêve soit sur le point de se réaliser. Ce qu'elle trouva de l'autre côté de cette étoile filante explosive, c'était un humain. Un jeune homme qui se maudissait de ne pas avoir réussi à obtenir l'éclat parfait pour son soi-disant feu d'artifice. La démone rougit à la vue du jeune homme, elle savait au fond d'elle que cette personne était celle qui pouvait exaucer son seul vœu, et peut-être même plus. Elle était curieuse de nature et le jeune homme était très accueillant. La démone n'avait jamais rien vu de tel que cette chose brillante appelée feu d'artifice. Ça lui semblait plutôt cool. Elle voulait le voir en refaire un.
Le jeune homme se redressa immédiatement, il cessa de se sentir mal de ne pas avoir réussi plus tôt. Avec une détermination et une motivation renouvelées, il se prépara à s'y remettre. Tout comme elle, c'est son principal objectif dans la vie. L'esprit d'ambition dansait dans ses yeux alors qu'il jurait de créer le feu d'artifice le plus grand et le plus brillant que le monde ait jamais vu. Il brillera encore plus fort que les étoiles là-haut. Ce qu'il va créer brillera si fort que sa mère pourra le voir, peu importe où elle se trouve. La démone pouvait sentir l'esprit du garçon alors qu'il exprimait sa volonté de créer quelque chose qui serait vu même par des gens d'un autre monde. Elle admirait tout de cette volonté et tout de ce garçon, comme un conte bien-aimé. C'était comme s'il mélangeait l'imagination et la réalité, c'était surréaliste. Le jeune homme se surprit à se laisser emporter à nouveau par ses émotions et s'excusa d'avoir l'air si stupide alors qu'ils venaient de se rencontrer. Mais son regard déterminé impressionna énormément la démone. Au lieu de le réprimander pour être si ambitieux, elle le regarda simplement dans les yeux et dit non. Il n'était pas stupide, ni rien de ce genre. Ça ne lui semblait pas stupide, du moins. La nuit où les deux se sont rencontrés fut la même nuit où la graine d'amour naissante commença à éclore pour la première fois. Elle sait ce que ça fait d'avoir un rêve, mais elle ne sait pas comment réaliser le sien jusqu'à présent. La démone pense que le jeune homme est incroyablement courageux. Et dans un monde où les rêveurs sont rares. Avoir autant de passion pour une chose est merveilleusement unique. Viser l'extraordinaire dans cette vie banale de tous les jours. Cette vie ennuyeuse est ce qui rend la vie elle-même digne d'être vécue. À partir de ce moment, même s'ils venaient de se rencontrer, la démone avait scellé sa résolution de se tenir aux côtés du jeune homme et de regarder ses rêves se déployer comme des étoiles dans le ciel nocturne. Elle voulait juste partager son incroyable voyage alors que ses rêves devenaient lentement une réalité, une chance pour elle d'aimer un rêveur comme elle à chaque battement de cœur. Jusqu'au dernier souffle de sa vie, il y a quelques années, la démone avait hérité de sa fascination pour les étoiles de sa mère. Elle lui demanda pourquoi elle brillait chaque nuit sans faute et pourquoi elle ne se fatiguait pas. Sa mère expliqua patiemment que les étoiles étaient comme des amis spéciaux qui ne se lassaient jamais de rendre les autres heureux. Une étoile est quelqu'un qui aime faire sourire les autres. Alors chaque nuit, elles mettent leur tenue la plus brillante et la plus étincelante juste pour mettre un sourire sincère sur votre visage, c'est ce que font les étoiles chaque nuit sans faute. Elles scintillent et brillent pour illuminer ce monde sombre. Elles vous font vous sentir en sécurité et heureux. L'autre question de la démone restait en suspens. Pourquoi les étoiles ne prennent-elles jamais de pause? Sa mère continua en disant qu'elle ne le faisait tout simplement pas. Les étoiles sont toujours là-haut, veillant sur tout le monde. Elles sont comme les gardiennes du ciel nocturne. Et elles veulent être là pour tout le monde chaque fois qu'ils ont la moindre envie de lever les yeux. Peu importe quand, c'est juste leur façon de dire à tout le monde que même quand les choses semblent sombres, il y a toujours un peu de lumière pour nous guider. Pour une raison quelconque, la démone pensa à se souvenir avec sa mère d'il y a longtemps, elle savait déjà pourquoi. Elle pense qu'elle avait enfin trouvé l'étoile la plus brillante et la plus étincelante du monde et elle l'a vue dans les yeux pleins d'entrain de ce jeune homme. Il est rapidement devenu son étoile, réalisant enfin son rêve de rapprocher un peu les étoiles. Il s'avère qu'elle n'avait besoin que de lui. À partir de cet instant, elle ne laisserait rien se mettre en travers de son amour et de son rêve. Ses yeux sont remplis d'espoir. Débordant d'une énergie intense capable de donner vie à n'importe quoi. Bien sûr, il est peut-être un peu frimeur et essaie toujours de se surpasser, mais il persévère et c'est ce qui compte. En ce sens, il est fort, plus fort que la plupart. Il était gentil, toujours souriant tout en faisant toutes sortes de choses, il trouve le bonheur dans toutes les petites choses. Alors elle essaie de l'aider avec tout ce qu'elle peut offrir. Mais la réalité est cruelle, la vie ne peut pas vous donner grand-chose et la démone ne peut pas aider le jeune homme dans beaucoup de domaines. Il travaille dur pour eux deux, au point de s'évanouir d'épuisement parfois. Elle a fait de son mieux en tant que son épouse, l'amour de sa vie, elle l'a soutenu de toutes ses forces. Il était son étoile, après tout. La démone aimait le jeune homme depuis longtemps. Elle l'a aimé jusqu'à ce qu'il soit un vieil homme qui pouvait à peine faire quelques pas et elle ressemblait toujours à une jeune démone. Elle a aimé Izumi, l'artisan de feux d'artifice, jusqu'à ce qu'il ait enfin terminé ce qu'il pouvait affirmer avec confiance être l'œuvre de sa vie. Même avec des cheveux gris et un visage ridé, les yeux de l'homme n'ont jamais changé. Il avait toujours les yeux d'un rêveur. Les yeux de quelqu'un qui voulait offrir quelque chose d'extraordinaire au monde. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'appeler ce qu'il a fait un véritable feu d'artifice.
Ses yeux brillent peut-être encore de lumière, mais son corps est devenu fragile. De temps en temps, il a besoin de se reposer à l'ombre des bois où les amants se sont rencontrés pour la première fois. La démone lui a dit de ne pas trop forcer, tellement de fois déjà. Mais Izumi est toujours jeune de cœur. Mais les ravages du temps ne lui échappaient pas. Il sait que sa femme bien-aimée s'inquiète constamment pour lui ces jours-ci. Il ne trouvait pas les mots justes pour la remercier suffisamment. D'innombrables remerciements ne suffiront jamais pour l'amour et l'attention qu'elle lui a accordé pendant de nombreuses années. Même après tout ce temps, la démone rougit encore chaque fois qu'Izumi est gentil avec elle. Ce soir était le soir. Le mari et la femme attendaient juste que le ciel s'assombrisse et que les étoiles sortent jouer. Ils sont ensemble depuis des décennies, mais la démone ressent toujours du réconfort en reposant sa tête sur les épaules autrefois larges et fortes d'Izumi. À ces dernières années, Izumi ne pouvait s'empêcher de se souvenir de sa mère et de la maison dans laquelle il vivait. Il se souvenait à quel point elle souriait toujours en regardant les feux d'artifice. Il était certain que le sourire de sa mère était plus éclatant que n'importe quel autre feu d'artifice au monde. Mais la question lancinante dans le cœur du pauvre jeune homme était de savoir quand sa mère le regarderait comme elle regardait ces feux d'artifice. Pendant longtemps, les feux d'artifice n'ont pas fait sourire Azumi. Ils le faisaient plutôt pleurer de chagrin. Les feux d'artifice symbolisaient l'incertitude de sa vie, ils lui rappelaient les mains cruelles du destin. Les mains cruelles des adultes autour de lui quand il était petit. Au lieu d'être englouti par l'ombre du chagrin, il s'est lancé dans la mission de créer le feu d'artifice le plus brillant que le monde ait jamais vu. S'il fait ça, peut-être que les choses se passeront différemment. Peut-être que les cicatrices de son passé ne feront plus autant mal. Et peut-être, juste peut-être, pour la première fois de sa vie, la mère d'Izumi le regarderait comme elle regardait les feux d'artifice. Le jeune homme s'est lancé dans une mission pour plaire à sa mère, une ordure, et a atteint le point final avec quelque chose de bien mieux. Dans sa tentative désespérée de créer la chose la plus brillante au monde, Izumi a trouvé la femme la plus radieuse à ses yeux. Le moment où il a finalement vu les fruits de son travail de plusieurs décennies a été partagé avec la femme qu'il aime. Il a réussi à créer les feux d'artifice les plus brillants que le monde ait jamais vus, mais leur éclat pâlissait en comparaison de sa muse. Alors que le rythme cardiaque d'Izumi se désynchronisait lentement, alors que l'inévitable perte en commençait enfin à le rattraper. Il n'a même pas regardé le ciel pour voir son chef-d'œuvre. Il a juste regardé le magnifique sourire de sa femme. Il tremble alors que sa respiration devient saccadée et que son cœur perd son rythme. La dernière chose qu'Azumi le rêveur a vue était la plus belle chose au monde. Plus éclatant que n'importe quel feu d'artifice, plus éclatant que toutes les étoiles du ciel. Le sourire sincère de sa femme. Ses yeux sont remplis d'amour et de dévotion. Sa bouche qui ne cessait de prononcer des mots encourageants. Izumi a eu un début de vie difficile et l'a terminé par une magnifique explosion. La démoniaque s'est approchée de la seule étoile qui comptait, mais le temps et la vie l'ont cruellement emportée trop tôt. Quand les feux d'artifice se sont éteints, elle s'est retrouvée seule dans la nuit froide et sombre. Aucune étoile dans le ciel ne pourrait jamais se comparer. Izumi est mort avec un sourire satisfait sur son visage, il est mort la mort d'une étoile. Maintenant, elle est toute seule, de retour à la case départ, de retour à l'époque où elle n'avait rien pour quoi se battre, de retour à une vie sans son étoile. Avant de succomber totalement au rouage du temps, Izumi a réussi à griffonner ses dernières pensées pour sa bien-aimée. Il a exprimé sa gratitude pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Son dernier souhait est que ses cendres soient transformées en feux d'artifice. La démoniaque ne savait pas quoi en penser. C'était si soudain. Une seconde, ils étaient assis ensemble, la suivante, elle était seule. Les jours suivants ont été flous, elle était dans un état constant de confusion et d'incrédulité. La prochaine chose dont elle se souvienne, elle était de retour dans la maison, brûlant les restes d'Azumi pour récupérer ses cendres. Elle a suivi attentivement la recette qu'il avait apprise en regardant pendant des années son mari effectuer le travail minutieux de fabrication de feux d'artifice. Elle a réalisé son dernier souhait, que ses cendres soient transformées en un dernier feu d'artifice dans les bois où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle a tranquillement allumé un petit arrangement du testament final de son mari. La démoniaque a fait tous les mouvements correctement, elle a tout fait sans même y penser. C'était comme si elle était en pilote automatique. L'âme d'Izumi, son ambition, son rêve, sa vie, tout avait été emballé dans 3 minuscules récipients explosifs. Ces dernières explosions n'étaient pas particulièrement massives, elles n'étaient pas particulièrement brillantes. Elles étaient modestes, elles étaient vulnérables,
elles étaient faites de chagrin et d'amour. C'était la dernière contribution d'Izumi au monde. La démoniaque a regardé ce jeune homme dont elle était tombée amoureuse instantanément se transformer en rien d'autre qu'un souvenir coloré. Et quand les couleurs se sont éteintes, il ne lui restait plus rien du tout. Pour la première fois depuis un certain temps, elle a eu une réaction différente de l'état catatonique dans lequel elle se trouvait. Ses mains tremblaient alors qu'elle portait ses mains à son visage. Les larmes, la douleur, l'amour, le désir et tout ce qu'il y avait entre les deux. Tout s'est effondré comme l'explosion d'un immense feu d'artifice. Elle était dévastée, il lui a fallu toute sa force pour rester debout. Quand tout a été relâché, elle n'était plus qu'une coquille vide de son ancien moi. La démoniaque, si vous ne l'avez pas encore compris, s'appelle Aang. Comme dans Mamie Aang. Izumi était celui qui lui avait appris que, là d'où il venait, dans un monde différent, les gens tiraient beaucoup de feux d'artifice une fois par an. Il lui racontait avec enthousiasme l'histoire de sa mère, qui était la personne la plus heureuse du monde quand ce jour arrivait chaque année. Et quand sa mère était heureuse, Izumi était heureux aussi. Izumi avait depuis longtemps lié son amour des feux d'artifice à sa mère. Ça a l'air stupide. Mais c'était la seule chose qui le poussait à avancer à l'époque. Aang se souvenait qu'Izumi disait que grâce aux feux d'artifice, il pouvait encore se souvenir du visage de sa mère. Et peut-être que grâce aux feux d'artifice, Aang pourra faire de même avec lui. Retour au présent, des milliers d'années plus tard, Mamie Aang a terminé son histoire sur la façon dont ce jour aide les démons à ne pas oublier les visages de ceux qu'ils ont aimés il y a longtemps, peu importe le temps qui passe. Depuis qu'une personne spéciale a péri, les feux d'artifice que vous avez tous les deux regardés ne vous laisseront jamais oublier son visage. Toute personne importante que vous avez perdue il y a longtemps sera vivante dans ce bref moment de belle explosion. C'est pourquoi des recettes de feux d'artifice comme celles que porte Itami sont faites. La lumière vive du feu d'artifice fait à partir de son sang et cette recette ramènera la personne à la vie pour un instant. Juste un petit moment pendant que le feu d'artifice colore le ciel de sa teinte. Juste au moment où l'histoire s'est terminée, Mamie Aang a remis à l'ancien héros le feu d'artifice qu'il voulait faire avec cette recette en lambeaux. Avec ça, il pourra enfin revoir son professeur. Cette femme était grossière. Elle aimait appeler Itami le petit idiot à l'époque où il ne s'était même pas encore présenté. Aujourd'hui est le jour où l'opération. Kali X Itami bat son plein avec Lil Bro à la tête des opérations. Demain soir est le début officiel de la mission, la nuit du festival de feux d'artifice. Lil Bro prend ça très au sérieux, avec Sabi et sa petite amie qui forment le reste de l'équipe. Il n'y a qu'un seul objectif principal. Lil Bro a choisi de démontrer cet objectif en utilisant ses poupées vaudou troublantes de son amie et de sa grande sœur, les forçant à s'embrasser avec fougue. La dame de compagnie personnelle de la reine est à fond, elle pense que c'est une idée parfaite. La copine de Lil Bro, par contre, se sent plutôt mal à l'aise à cette idée, elle est assez timide. C'était un plan parfait s'il n'y avait pas un problème important et flagrant. Sortant à nouveau ses poupées vaudou inquiétantes, il a commencé à les cogner l'une contre l'autre, frustré par le fait qu'Itami et Kali ne font aucun effort pour s'embrasser d'eux-mêmes. La première étape de la force opérationnelle est de comprendre pourquoi ces deux jeunes et beaux couples refusent de s'engager dans une action bouche à bouche. Quand Lil Bro a demandé des idées, la première chose qui est venue à l'esprit de la succube était que peut-être la reine démon n'aime pas la taille du paquet d'Atomi. Entendre cela a fait rougir la copine de Lil Bro jusqu'au plus haut des cieux. C'était bien que Sibé s'engage dans la phase de planification, mais Lil Bro ne voit tout simplement pas sa suggestion comme étant le cas. Il pense que sa sœur n'aime pas Atomi parce que le pauvre type ressemble à un bâton brûlé ou quelque chose de pire. De toute façon, la réponse est assez simple. Il devrait juste rendre Atomi plus embrassable. C'est là que sa copine entre en scène. Ils ont désespérément besoin de son aide dans cette mission. Il n'y a personne qui puisse résoudre ce problème à part sa bien-aimée petite amie. Itami peut probablement être facilement repéré si vous regardez juste les coins du château. Où un jeune homme pourrait pleurer ou quelque chose comme ça, c'est la mission de Lil Bro de trouver et de rendre Itami plus présentable. Après avoir reçu les feux d'artifice dédiés à son professeur, Itami n'a pas pu s'empêcher de se remémorer ses expériences avec elle. Comme cette nuit devant le feu de joie après une bataille sanglante, la légendaire lame Sagi était couverte du sang des ennemis que le héros venait de massacrer. Même jusqu'à ce jour, son professeur aimait toujours l'appeler un garçon idiot. Elle refusait juste de l'appeler par son nom ou même héros d'ailleurs,
cette femme le regardait juste comme s'il était un gaspillage d'espace ignorant parfois. Sa langue revêche était parfois assez dure. Cette nuit-là, elle lui a demandé qui il était vraiment. Itami était assez nouveau dans ce monde à l'époque, il n'avait même pas les innombrables cicatrices sur son corps et la marque noueuse sur son visage. Il a juste répondu qu'il était le héros. C'était à l'époque où il était encore fier d'être surnommé et étiqueté comme le champion de l'humanité, le héros. Quand il croyait qu'il serait celui qui tuerait le seigneur démon et sauverait les humains ou quelque chose d'idiot comme ça. Il était plein de vie et de motivation à l'époque et le mentor aux cheveux verts le regardait juste avec pitié dans les yeux. Puis, réalisant qu'il était sérieux, elle étouffa un rire en aspirant de l'air, ne laissant pas l'amusement grossier s'en aller. Mais elle a finalement échoué à contenir le rire qui arrivait, elle a ri si fort qu'elle a commencé à pleurer. Quand on lui a demandé pourquoi diable elle rirait de sa mission, elle a juste renvoyé le Tommy énervé comme si ce n'était rien, elle avait juste envie de rire. Retour au jour actuel dans le château du Seigneur Démon. La copine de Lilbro erre avec mauvaise humeur dans les couloirs dans l'espoir de trouver ce garde du corps. Elle n'aime même pas le type et elle était censée le rendre embrassable d'une manière ou d'une autre. En fait, elle détestait ce jeune homme avec passion. Chaque fois qu'elle pense à l'état dans lequel se trouvait son bien-aimé après son duel avec Itami, elle se sent faible et puis la colère prend le dessus. Elle déteste ce nouveau garde du corps de la reine jusqu'à la moelle pour ce qu'il a fait à son homme. Ajoutez à cela la difficulté de trouver une personne dans ce gigantesque labyrinthe de châteaux, elle ne pouvait s'empêcher de trembler de rage en tirant sur ses cheveux de frustration. Après avoir jacassé et essayé de contrôler la mer de colère qu'elle ressentait. C'était comme si les cieux ne voulaient pas qu'elle perde le contrôle, Itami se tenait juste là devant elle, se prélassant comme un zombie sans but. Avance rapide jusqu'à la nuit du festival des feux d'artifice. Un beau jeune homme aux cheveux fraîchement coupés se tenait au milieu de la foule animée. Semblant chercher quelqu'un. Il semble que la petite amie de Lilbro ait fait un travail magnifique en rendant l'ancien héros juste un peu plus embrassable. Avec une nouvelle coupe et une nouvelle tenue. Il avait l'air bien mieux que lorsqu'il est entré initialement dans le château du Seigneur Démon en ressemblant à un clochard. Les lumières du festival étaient vives, mais l'obscurité discernable dans les yeux du jeune homme était toujours visible. Il avait l'air beaucoup mieux cependant. Il n'arrêtait pas de se souvenir de son mentor. Cette nuit où elle lui a demandé qui il était, bordel. Sa rêverie fut brisée lorsqu'une voix sensuelle perça les murmures de la foule, l'appelant par son nom. Il se retourna. Il n'était toujours pas habitué au fait que les démons autour de lui soient assez gentils pour utiliser son vrai nom. Dès qu'il posa les yeux sur la propriétaire de cette voix sensuelle, il sentit ses pupilles se dilater et ses joues devenir un peu plus chaudes, rosissant légèrement. La reine démon Kali avait troqué son armure de combat habituelle pour une robe de festival traditionnelle. C'était la première fois qu'il la voyait dans une tenue différente. Son changement de style vestimentaire et de coiffure n'était pas non plus passé inaperçu. La reine démon fut surprise. Itami répondit nonchalamment qu'il s'était fait couper les cheveux. Il devait ça à la petite amie de son petit frère. Pour une raison quelconque. La reine Kali nourrissait toujours une haine profonde pour cette fille. Elle aimait traiter cette grande blonde de garce. Alors qu'Itami, confus, s'apprêtait à s'enquérir de ce choix de mots, la reine se précipitait déjà à ses côtés. Kelly était assez forte, c'était une suzeraine démon après tout, elle pouvait donc facilement traîner son garde du corps dans les rues pour éviter de parler de cette blonde détestée. Au milieu de la foule, cette même femme se tenait menaçante près d'un des stands du festival. On dirait qu'elle avait aussi décidé de porter une robe traditionnelle. On ne pouvait jamais voir ses yeux sous cette frange affreuse. Il était donc assez difficile de savoir ce qu'elle pensait à un moment donné. Mais à ce moment-là, on pouvait dire qu'elle était furieuse de ce qu'elle avait entendu. Voilà la gratitude qu'elle recevait pour ses efforts. Il y a quelques jours, la copine du petit frère avait pratiquement enlevé Itami alors qu'il errait dans les couloirs du château comme un zombie, pour lui offrir un relooking forcé. Alors qu'elle l'avait attaché à la chaise, Itami ne savait pas ce qui se passait. Son esprit était bloqué sur l'image de l'état de son homme après ce terrible combat. Elle avait ses ciseaux prêts. Ils étaient censés servir à couper les cheveux, mais il y a eu de brefs moments où elle a eu l'envie de juste couper ou poignarder Itami au cou. Pendant ce temps, l'ancien héros se comportait poliment. Après tout, il se faisait couper les cheveux gratuitement. C'est aussi trop calme dans la pièce. Il pense qu'il devrait peut-être engager la conversation. Ses pensées étaient pourtant très différentes, elle avait le meurtre à l'esprit.
Itami prit la parole. Il lui dit que sa grande sœur avait l'habitude de lui couper les cheveux comme ça, à l'époque où il était dans un autre monde, qu'il déguisait en village natal. Mais quand il est devenu un héros, déguisé en aventurier. Maintenant, il ne peut plus aller voir sa grande sœur pour se faire couper les cheveux, car c'est tout simplement trop loin. À cause de ça, Itami a cette coiffure désordonnée depuis longtemps maintenant. Cette conversation était dangereuse. Il y a eu plusieurs fois où il a failli se trahir et se révéler. Alors que le héros, alors que la grande blonde continuait à lui couper les cheveux avec quelques pensées occasionnelles de lui trancher la gorge, Itami endurait le silence gênant entre eux. Elle ouvrit enfin la bouche et laissa échapper ses premiers mots. Elle lui demanda s'il était seul, que personne ne pouvait lui couper les cheveux depuis qu'il était devenu un aventurier. Itami répondit honnêtement que ce n'était pas tout à fait le cas, car il y avait des gens à son époque dans ce monde qui se souciaient de lui. Il avait eu le meilleur professeur du monde et une petite fille qu'il appelait grand frère. Ils étaient heureux à l'époque. Il ne pouvait pas oublier à quel point son mentor était turbulent, grossier et bruyant. Il ne pouvait pas non plus oublier à quel point cette petite fille qu'il considérait comme une petite sœur était douce et attentionnée à l'époque, mais le malheur n'a jamais cessé de le suivre dans cette terre maudite. Le sourire innocent de cette petite fille s'est transformé en douleur et en choc lorsque sa tête a été empalée sur un pieu. Le meilleur professeur que l'on puisse demander est mort dans ses bras après une bataille épuisante contre des forces supérieures. D'une manière ou d'une autre, il finissait toujours par tout perdre. Perdre tous ceux qui comptaient pour lui. Entendre Itami se remémorer ses pertes a en fait fait pleurer Blondie inconsciemment. Dans l'espoir de ne pas paraître faible, elle insista sur le fait qu'elle ne pleurait pas. Elle ne fait que condenser de la sueur dans ses yeux. La séance de coiffure a duré assez longtemps, mais elle était incroyable avec les ciseaux. Chaque coupe était parfaite, un service premium de bout en bout. À la toute fin de la séance, elle s'est remise à penser à Noah, alias Lil Bro. Elle n'oublierait jamais la nuit où ils ont retrouvé Noah après le combat contre Itami. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils devaient lui prodiguer. Le pauvre type ne pouvait même pas manger sans aide. Noah a dit que son adversaire était aussi gravement blessé que lui et ils n'y ont pas prêté beaucoup d'attention à ce moment-là. Maintenant qu'ils savent qui était Atomy, à quel point il est gentil et travailleur, elle commença. Point penser à combien il a dû souffrir avec toutes ces blessures graves quand personne n'était là pour prendre soin de lui. De toutes les personnes, elle serait l'une des rares à savoir parfaitement ce que ça fait d'être complètement seule. Elle était une elfe dans le château du Seigneur Démon. Pour aggraver les choses, elle a les oreilles coupées. Dans la culture démoniaque et même elfique. Point avoir les oreilles coupées est un signe de grande honte. Elle venait de terminer le relooking de Tommy et c'était magnifique. Cet homme à qui elle venait de couper les cheveux a osé toucher quelqu'un qu'il aimait vraiment, malgré tous ses défauts, malgré ses oreilles coupées et honteuses. Noah est une âme gentille, c'est le frère du Seigneur Démon. Mais c'est une bonne personne. Il a facilement pardonné à Itami ce qu'ils se sont fait l'un à l'autre, mais Blondie n'arrive tout simplement pas à pardonner et à oublier. Alors qu'elle pensait à ça au milieu de la foule du festival, Noah est arrivé et lui a fait une frayeur enfantine. Bien sûr, cela lui a valu un coup de toutes ses forces sur le sommet de la tête pour avoir été un idiot infantile. Noah et sa copine ont fini par se réconcilier et ils se promènent maintenant dans le festival, parcourant les stands et profitant des festivités en se tenant la main. Il lui a acheté une pomme d'amour à grignoter pendant qu'il se promenait. On dirait qu'elle aime les sucreries. Pour une raison quelconque, elle voulait regarder Noah de côté, son oreille gauche coupée dépassant de ses cheveux. Mais elle n'était pas la seule à porter la marque de la honte dans les environs. Noah l'avait aussi. Leurs deux oreilles gauches étaient honteusement coupées. Pour une raison quelconque, Noah a attiré son attention alors qu'elle était occupée à fixer son oreille gauche. Avec son ton décontracté habituel. Point il a admis qu'elle avait fait du bon travail en rendant Atomy ultra embrassable. En fait, elle était si douée que même Lil Bro lui-même. Point voulait embrasser le type. Mais plus sérieusement, cela signifie beaucoup pour Noah et il était reconnaissant envers sa copine d'être allé jusqu'au bout, même si c'était une demande difficile. Il sait qu'elle déteste les humains. Surtout ceux qui ont osé blesser ses proches. Elle a quand même mené à bien la mission pour aider son ami et Noah ne pouvait pas être plus reconnaissant. Dans ce moment de mots sincères, elle n'a pas pu s'empêcher de rougir. Noah est peut-être enfantin parfois, mais il peut être assez mature à sa manière. Des moments comme celui-ci lui rappellent ce terrible souvenir où elle a été capturée par des braconniers humains. Ces gens sont dérangés dans leur tête.
Il voulait goûter à quoi ressemblaient les oreilles d'elfe. Sa famille n'avait pas assez d'argent pour la racheter, alors les ravisseurs étaient essentiellement libres de faire ce qu'ils voulaient à la petite elfe. Elle était sans défense, vulnérable et effrayée, mais à ce moment-là, la voix d'un autre enfant criant aux ravisseurs. Point d'arrêter de la toucher a donné à la petite elfe une lueur d'espoir. Les ravisseurs avaient presque oublié qu'ils avaient un autre captif dans l'une des cages. Ils ont attrapé ce gamin avec d'autres démons près de la frontière du territoire humain-démon. C'était un jeune Noah, un enfant démon qui avait manifestement été torturé pendant son séjour dans ce trou à rats. Les ravisseurs ont accepté de retirer leurs mains sales de la fille elfe. Mais ils auraient besoin de manger autre chose pour que cela se produise. Leur contre-offre était qu'ils allaient simplement couper et manger les oreilles de Noah à la place. Ces ravisseurs connaissaient la signification culturelle et la honte que les démons éprouvent pour ceux qui ont les oreilles coupées. Le ravisseur a brandi la fille elfe devant lui. Point demandant à un petit enfant s'il était prêt à assumer cette honte pour le bien d'une elfe inconnue qui avait été essentiellement abandonnée même par sa famille. Noah n'a même plus besoin de rien faire, sa famille est royale. Ils ont donc accepté de le racheter. Le ravisseur a ajouté que son père serait très déçu quand il reviendrait au château avec la marque de la honte. Mais même enfant, Noah était aussi décisif qu'on puisse l'être. Son père lui a appris que le rôle d'un démon dans le monde est d'aider les créatures faibles. Et en regardant les yeux de cette pauvre petite fille, il n'y a personne dans cet endroit qui ait plus besoin d'aide qu'elle. Même si cela lui coûte une vie de honte. Même s'il lui retire son honneur, même si ça fait un mal de chien, il refusera avec joie. En tant que fier membre de la royauté. Noah serra les dents et supportera la douleur en silence, comme un vrai démon jusqu'à présent. Cet elfe adulte se souvient encore du regard résolu et déterminé de Noah dans ce donjon. Elle, en revanche, n'était qu'une petite fille impuissante qui avait perdu tout espoir, pleine de peur de ce qui allait arriver. Ses souvenirs douloureux ne l'ont jamais quittée, même. Jusqu'à présent, chaque jour qui passe, la gratitude et l'amour qu'elle ressent pour Noah ne cessent de croître. Elle ferait n'importe quoi pour cet homme. De retour à notre couple principal, Kali et Atomy sont sortis du chaos de la rue principale où les stands du festival et les gens s'agitaient. Ils préfèrent tous les deux le calme de la falaise au-dessus du marché, d'ailleurs. C'est la meilleure vue pour regarder le feu d'artifice. Ça devrait bientôt commencer, mais on dirait qu'ils sont arrivés un peu en avance, alors ils devront attendre encore un petit peu. Avant même que le feu d'artifice ne commence, le ciel nocturne offrait déjà un spectacle avec une pluie de météores. Itami fixait les étoiles avec intensité, émue par leur immensité et leur beauté. La reine Kali n'en fit pas autant. Elle voulait regarder son garde du corps, elle voulait comprendre ce qu'il pensait. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées en regardant le jeune homme, elle commença à se rappeler leur première rencontre. Pour une raison quelconque, Itami ressemblait à un clochard. Mais ce qui était le plus frappant, c'était son air d'âme perdue qui voulait juste que sa souffrance prenne enfin fin. Sans trop réfléchir, Kali décida de lui demander pourquoi il voulait mourir ce jour-là. Itami fit une pause un instant, réfléchissant à la façon exacte de répondre à cette question extrêmement lourde. Il ouvrit finalement la bouche et répondit simplement la première chose qui lui vint à l'esprit. Il voulait que la reine démon le tue à ce moment-là parce qu'il avait l'impression d'être au fond d'une toilette bouchée par de la merde. Itami ne connaissait rien de ce monde. À cause de cela, il a simplement choisi de faire confiance à ceux qu'il avait invoqués ici. Les gens qui l'ont arraché à son monde d'origine. Et quand il a finalement commencé à comprendre comment ce monde fonctionne, il avait déjà perdu ces personnes qui étaient devenues proches et chères à son cœur, comprenant toute la situation entre les démons et les humains. Il a commencé à se détester, il ressentait de la honte et du regret pour ses actions déplorables avec le recul. Chaque fois qu'il doit voir son reflet dans des miroirs ou dans l'eau, il est immédiatement pris d'une envie de vomir. Pour quelqu'un considéré comme le sauveur de l'humanité, le héros supposé de l'histoire, ses sentiments pour tout cela étaient tout sauf. Mais héroïques. La reine démon a simplement posé une question très simple. Elle lui a demandé si Itami comprenait qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'être le héros de l'histoire. C'était comme s'il venait de se prendre une tonne de briques sur la tête. Sa vision du monde a commencé à s'effondrer lorsque Kali a continué à lui demander s'il voulait même être le héros en premier lieu. Il n'avait jamais entendu parler de cette question pendant le temps limité qu'il avait passé piégé dans ce monde étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, être un héros? Itami a commencé à sombrer jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement à se rappeler son séjour dans la grande ville. Dans son monde d'origine,
avec sa sœur qu'il appelait constamment son héros, mais d'une manière complètement différente d'en être un dans le nouveau monde. Elle l'appelle un héros chaque fois qu'il sauve son ventre avec sa cuisine incroyable. Il insiste toujours sur le fait qu'elle ne devrait pas le remercier pour des choses comme ça, car elle a travaillé 2 emplois juste pour qu'il puisse survivre. C'est bien peu de choses comparé à ce qu'elle a constamment fait pour lui toute leur vie. Sa sœur l'aimait beaucoup. Pour elle, il n'y a personne de plus gentil et de plus mignon que son petit frère. De même, elle croit qu'elle ne fait que ce qu'une grande sœur est censée faire. Elle est même triste de ne pas pouvoir faire plus et fournir plus. Mais il y a encore de l'espoir et il n'a pas à s'inquiéter. Elle est certaine qu'elle finira par faire une énorme découverte dans le domaine de la théorie des cordes. Ensuite, l'argent coulera à flot à partir de ce moment-là. Depuis la mort de leur mère, les frères et sœurs ont traversé des moments difficiles ensemble. Mais elle a assuré à son petit frère qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Sa grande sœur fiable finira par s'occuper de tout et ils pourront vivre une vie de confort. C'est à ce moment précis que l'événement qui a radicalement changé le cours de la vie des frères et sœurs a eu lieu. Tout le petit appartement était rempli d'une lumière verte vive. Et Itami était la source de cette anomalie. Petit à petit, son corps a été consumé par cette mystérieuse lumière verte, le consumant apparemment de la tête aux pieds. La dernière chose qu'il a faite avant d'être transporté dans un autre monde a été d'appeler sa sœur, la peur se lisant sur son visage, la confusion dans ses yeux. La vue de l'appartement et de sa grande sœur fiable a été lentement remplacée par la vue d'une pièce massive qui ressemblait presque à une cathédrale. Puis vint la voix grinçante et pompeuse de l'homme qui a fait de sa vie un enfer pendant les 2 années et demie qui ont suivi. L'homme l'a appelé du nom qui allait rester et lui donner la nausée chaque fois qu'il l'entendrait, héros. Un roi stupide avec toute la richesse, le prestige et l'autorité du royaume. L'homme qui anéantirait son envie de vivre l'a convoqué pour avoir le soi-disant honneur de sauver le royaume. Avec le recul, l'une des premières choses que le roi lui avait ordonné de faire était d'être reconnaissant que sa vie ait désormais un sens. Rien que ça aurait dû être un énorme signal d'alarme. Il n'a rien demandé de tout ça. Il ne savait pas où il était, qui était ce crétin arrogant et qu'est-ce qui était arrivé à sa sœur. C'est ainsi qu'il a atterri dans ce monde magique et la suite de l'histoire de notre héros déprimé arrivera bientôt, ne la manquez pas.